c'est un peu ce qu'on avait convenu, de commencer par, allez, je veux dire, un jeu des 7 différences ou ressemblances entre Industrie 4.0, dont vous êtes spécialiste, parce que vous racontez tout ça dans ce livre, et ce qu'on vient de dire, l'industrie du futur, sachant que, comme l'a rappelé Benjamin Galzo, à Hanovre, il y a eu la signature d'un projet de coopération entre les deux programmes. Alors c'est très intéressant parce qu'on a fait un très gros travail de terrain l'année dernière en interviewant une 60aine de personnes en Allemagne, des chefs d'industrie, des syndicats, des instituts de recherche, des chercheurs. Et quand on les fait parler Industrie 4.0 en Allemagne, qu'est-ce qu'ils nous parlent? Ils nous parlent système cyberphysique, ils nous parlent standard, ils nous parlent interopérabilité, ils nous parlent corobot, par exemple. Voilà. Donc vous voyez, on est dans des aspects très techniques, on est très axé sur comment faire passer l'industrie mécanique à un nouveau stade de maturité en la mariant avec l'IT. Ce mariage entre industrie mécanique qui constitue la colonne vertébrale de l'Allemagne avec l'IT est fondamental pour eux. Et puis côté français, si on fait le même exercice, qu'est-ce qu'on va entendre? On va entendre ubérisation, start-up, imprimante 3D, virtualisation. Donc vous voyez, on est dans deux mondes qui traduisent aussi deux réalités culturelles très différentes. Donc ça, c'est déjà une première chose qu'il faut avoir en tête parce que les contextes sont différents. En Allemagne, Industrie 4.0, pourquoi les Allemands ont lancé ce projet, ce programme? C'est parce qu'ils se sont sentis menacés, ça a commencé vers 2006, dans leur leadership industriel, où ils se sont dit, voilà, on a une force qui est cette industrie mécanique, on est sur un marché mature, demain, notamment les marchés asiatiques, et aujourd'hui, ce qui se passe avec KUKA et Révélateur, le leadership allemand peut être mis en cause. Donc il va falloir inventer un nouveau modèle industriel, il va falloir inventer un nouveau paradigme industriel. Et ils ont commencé donc à véritablement déployer ce que nous on appelle dans le livre un nouvel imaginaire industriel, avec ce rêve cybernétique. Enfin, ça a commencé comme ça, par des études faites par le ministère de la Recherche et de la Formation sur ce rêve cybernétique. Et puis ensuite, ils ont mené une réflexion assez profonde sur les modes de production. Et aujourd'hui, ils sont en train de dépasser cette réflexion sur le mode de production pour se dire qu'est-ce que ça va porter comme évolution sur les business models et qu'est-ce que ça va porter comme évolution sur l'organisation du travail. Donc vous voyez, on est assez loin de l'usine du futur. C'est une approche très globale. Ça, c'est un point qu'il faut avoir en tête. Et c'est une approche qui est tirée par tous les acteurs de la société. La révolution numérique en Allemagne, c'est une révolution sociétale. Vous allez sur le terrain, dans une PME, l'équivalent d'une PME, vous parlez Industrie 4.0, c'est revendiqué comme un label. Vous allez chez les syndicats, notamment le syndicat ID Metal, et il va également vous parler quatrième révolution industrielle. Vous allez dans les instituts Fraunhofer, qui sont des instituts de recherche appliquée en Allemagne, des acteurs intermédiaires essentiels dans le déploiement de cette industrie du futur. Ils vont vous parler Industrie 4.0. Donc, notre différence, outre l'échelle de déploiement du concept Industrie 4.0 en Allemagne, c'est également les niveaux d'acteurs qui sont impliqués. On a le Mittelstand qui est partie prenante de cette Industrie 4.0, on a les syndicats qui sont extrêmement présents dans le paysage, et on a les instituts de recherche appliqués. Dernière différence, parce qu'on pourrait en dire d'autres, c'est que ce n'est pas le ministère de l'économie en Allemagne qui a la primeur de ce programme Industrie 4.0, c'est le ministère de l'économie et c'est le ministère de la recherche et de la formation. C'est un attelage. Et ça, c'est essentiel, parce que ça veut dire que les questions de formation, elles sont aussi cœur dans la manière d'aborder
les nouveaux métiers dans l'industrie 4.0. Et maintenant, il y a des enjeux communs. Quittons le champ des différences, c'est des enjeux communs. Les enjeux communs, c'est quoi? C'est les standards. Avec quels standards d'interopérabilité on va fonctionner demain en France et en Allemagne? Il y a un enjeu européen. On n'a pas parlé beaucoup d'Europe, mais il y a un enjeu très fort européen sur les standards entre la France et l'Allemagne. Il y a un enjeu de diffusion dans le Mittelstand et dans les ateliers des PME. Aller sur le terrain en France, c'est très compliqué pour une entreprise de comprendre l'industrie du futur. C'est encore compliqué. Troisièmement, il y a un enjeu sur les métiers. Le numérique ne va pas s'arrêter aux frontières nationales. Alors coopérons entre la France et l'Allemagne pour définir ces nouveaux métiers. Il y a trois enjeux. J'ajouterai aussi celui des business models. Là aussi, les business models sont transfrontaliers. Il y a des très belles opportunités de travail commun entre la France et l'Allemagne. Alors je me mets à la place d'une PME, allemande ou française. C'est vrai que 4.0, qu'est-ce que ça veut dire? Et le futur, c'est pareil, c'est un concept un peu flou. Et si vous êtes, que ce soit une PME, une Mittelstand, une PME traditionnelle, française, qui se pose la question effectivement de sa modernisation, quels sont les 2 ou 3 points clés qu'il faut avoir en tête par rapport à ces sujets qui créent bien effectivement un effet de marque? L'industrie 4.0, c'est presque devenu une marque mondiale, mais ne sont pas forcément perçus par, on imagine, le chef d'entreprise qui, lui, est confronté à sa vie quotidienne. Vous avez raison, c'est ce qui rend le sujet très complexe. Industrie 4.0, c'est pas quelque chose qu'on achète sur étagère. Pourquoi on dit 4.0? On dit 4.0, les Allemands parlent de 4e révolution industrielle, par rapport à une 3e révolution industrielle qui était centrée sur la rationalisation des flux de production, tout ce qui est lean management. Et là, la 4e révolution industrielle, on n'est plus dans l'optimisation des flux, on est sur l'organisation des flux de communication entre les machines et les hommes, entre les machines, les hommes et les produits. Donc on n'est plus sur la rationalisation de flux, on est sur une thématique de communication. Voilà, donc on parle de 4e révolution industrielle en Allemagne, et ce que vous dites est très intéressant parce que les Allemands replacent la 4e révolution industrielle dans une chronologie d'histoire industrielle. Ils ont construit une vision, ils ont construit un récit, ce fameux mot cher par Emmanuel Macron. En France, je dirais qu'il nous manque un petit peu cette vision industrielle. Il y a un récit national industriel allemand, on a Jeanne d'Arc, ils ont ça. Alors pour répondre à votre question, oui, Industrie 4.0, ça recouvre différentes réalités industrielles. On va dire, il y a, pour faire simple, la production de masse connectée. Je suis une entreprise et je veux augmenter drastiquement la qualité de mes produits, je veux réduire les coûts, je vais améliorer mes délais, je vais réduire mes stocks. Et donc là, je vais mettre des capteurs, des puces RFID, je vais automatiser et je vais accélérer, je vais optimiser ma production de masse, elle va être connectée. Deuxième cas de figure, par exemple, des productions de valves hydrauliques chez Box Reprot à Hambourg, en Sarre. Je produis 200 sortes de valves hydrauliques. Donc là, le problème que je vais devoir résoudre, c'est la flexibilité de la production, c'est réduire les temps de réglage, les temps de changement de machine. Et là aussi, Industrie 4.0 va pouvoir m'aider à partir de capteurs, de puces RFID, de lignes de montage modulaire. 3e réalité industrielle, ça a été évoqué dans la table ronde précédente, je souhaite produire des biens personnalisés avec une réactivité très forte, quasiment en temps réel. C'est l'exemple de la Speed Factory d'Adidas, où je vais dans un camion de 38 tonnes avoir une mini-usine qui, à partir aussi de techniques d'imprimante 3D, de fabrication additive, je vais pouvoir fabriquer des chaussures et relocaliser mes usines dans les agglomérations. Donc vous voyez, 3 réalités industrielles qui répondent à 3 problématiques différentes. Et la question n'est pas de se dire quelle est, parmi ces 3, celle que je dois choisir, mais quelle est celle qui va répondre aux besoins de mes clients. De quoi mon client a besoin aujourd'hui? En quoi je peux l'aider à produire mieux et plus rapidement ce dont il a besoin. Au travers de cet aspect-là, on va y revenir, qu'effectivement, on peut le mieux accrocher l'attention du patron du PME. Bernard Charles, la 4e révolution, pardon, il nous manque un peu, on va se partager ce micro. La 4e révolution industrielle, c'était le thème de Davos cette année, du World Economic Forum,
avec cette idée, effectivement, qu'on est en train de basculer dans quelque chose qu'en fait on n'a jamais connu, qui conduit à intégrer, grâce au numérique, à la fois l'amont et l'aval, la production, les relations avec l'ensemble des filières. Vous êtes au cœur de ces questions-là chez Dassault Systèmes, mais aussi, comme vient de le dire Dorothée, la relation avec les clients, et que le numérique fait le client. Donc d'abord, est-ce que c'est vraiment, d'après vous, une vraie quatrième révolution industrielle globale qu'on est en train de vivre en ce moment? Et ensuite, quelles en sont peut-être les caractéristiques que vous percevez? Merci Philippe d'avoir cette initiative à un certain intérêt. Oui, on est ravis. Le sujet. On a rajouté des chaises. Et il y a de plus en plus de publications fort intéressantes d'ailleurs sur le sujet, et je remercie tous les auteurs. Peut-être pour compléter quelques éléments, il y a 50 programmes environ dans le monde aujourd'hui liés à ce qu'on met sur l'industrie du futur. Programme en France, en Allemagne. Dassault Systèmes participe aux 50 programmes dans le monde. Corée, Japon, Chine. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça a démarré aux États-Unis par Cyber Industry. Et en fait, si vous cherchez sur les moteurs de recherche, vous aurez le temps de le faire après cette conférence, vous regarderez qu'il y a une douzaine d'années, on a démarré avec la DARPA, qui est l'organisme de recherche de la défense américaine, un programme pour lequel ils ont financé Dassault Systèmes à hauteur de 30 millions de dollars pour changer le processus de formation des écoles d'ingénieurs et des universités aux États-Unis. L'objectif étant de dire qu'il y aurait à terme une fusion entre l'électronique, le logiciel et la mécanique, pour faire simple. C'était il y a une douzaine d'années. Ce programme, on l'a construit et on a déployé sur 200 universités américaines ce que l'on appelait à l'époque Cyber Industry. Dans la DARPA, évidemment, tout le monde pensait que c'était plus particulièrement, je rappelle que c'est la DARPA qui a fait Internet, qui fait GPS et beaucoup d'autres choses, peut-être des débats, enfin ils ont été acteurs importants, et ils sont acteurs importants sur beaucoup d'autres choses, sciences de la matière et autres. En tous les cas, ça a donné un résultat qui était absolument fulgurant, puisque au fond, d'une certaine manière, l'Internet des objets vient de cette fusion entre l'électronique, le logiciel et l'art. Donc, ce programme a ouvert une voie nouvelle qui a ouvert la question de comment on va produire demain. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut garder en tête, parce qu'il y a différentes vues qui sont tout à fait justes de ce que vous avez indiqué sur les différents programmes, mais je pense qu'en fonction de la position des écosystèmes industriels dans les différents pays du monde, l'approche est légèrement différente. Et c'est important qu'on joue ces cartes aussi en France et en Europe, en tout le cas de la consolidation. Il y a une deuxième vague qu'il faut garder en tête aussi, je pense, c'est le fait qu'on n'est plus dans une économie de produits. L'économie d'aujourd'hui est une économie de services. On est dans une experience economy. La valeur aujourd'hui des générations nouvelles qui achètent des produits, c'est pas le produit, c'est l'usage du produit. Alors, je ne vais pas jusqu'à cher l'économie, mais simplement, le changement de valeur glisse. Autrement dit, avec ces deux grands phénomènes, fusion de l'électronique, du logiciel et de la mécanique, d'ailleurs que vous le voyez chez tous les grands acteurs, ça se produit actuellement. Évidemment, ça fait déjà assez longtemps que General Electric, sur ses moteurs d'avion, fait de la maintenance préventive, prédictive même. On a un projet avec Safran sur lequel on montre la santé des moteurs et des avions, et on est capable d'évaluer la santé d'un équipement comme on évalue la santé d'un corps humain. Et tous les avions n'ont pas la même santé. C'est aussi étonnant que ça puisse paraître. Et donc, on voit bien là qu'il y a un phénomène qui fait qu'on passe de « je produis et je vends » à quel est le service et l'expérience que je veux offrir et comment je change mon mode de conception, mon modèle économique et mon système de production. Pour Dassault Systèmes, c'est ça le cœur du changement. C'est l'approche simultanée d'une nouvelle définition d'offre, nouvelle définition de conception et une nouvelle manière de produire. Il y a des phénomènes accélérateurs, la première fusion en est une,
Il y a un deuxième phénomène, c'est que vous avez quand même noté que ça fait longtemps qu'on fait ce qu'on appelait le rapid prototyping, l'impression avec certains matériaux existe depuis longtemps dans la défense. Ça existe depuis très longtemps, depuis une vingtaine d'années environ. Mais c'était très très sensible comme ces équipements particuliers, souvent propriétaires. Pourquoi ça s'est accéléré? Ça s'est accéléré pour une raison simple, c'est que dès lors qu'on a réussi à montrer que ça pouvait devenir un produit que le consommateur allait utiliser, beaucoup de centres de recherche, beaucoup de jeunes générations sont mis à faire des recherches sur ces travaux, sciences des matières, machines, on commence par des matières que vous connaissez, des personnages et autres, mais on voit aujourd'hui qu'on est très abouti. J'étais la semaine dernière dans une start-up de makers en Californie, où je citerai, qui s'appelle Joby Aviation, qui va faire en moins de 3 ans un avion qui va électrique, c'est le nouveau Tesla de l'aéronautique, qui va faire un avion électrique, qui fait un avion électrique dans un ranch à Santa Cruz, au milieu des lignes, avec une équipe de 30 ingénieurs très spécialisés qui utilisent les sociétés, qui utilisent finalement tout l'offre de Dassault Systèmes qu'utilisent Boeing et Airbus sur le cloud, et qui conçoit un avion qui va être fait en composite et en 3D printing, à décollage vertical, électrique, pour décongestionner les lignes, puisqu'ils disent on va faire des avions qui fonctionneront dans des tubes autorisés, en automatique, et qui vont déplacer les gens hors des lignes. C'est un nouveau secteur de marché. Donc vous voyez là, il y a un modèle économique, il y a un nouveau type de produit. Je pense à une analogie de type le smartphone. C'est un nouveau segment, un nouveau marché, un nouvel usage. Ça, c'est ce que j'appelle, moi, la révolution de cette nouvelle économie, dont les moyens de production en sont des moyens et des catalyseurs. En Allemagne, à la Foire d'Hanovre, on présentait avec Claas, qui est un fabricant d'équipements pour l'agriculture, l'ensemble du processus, ça a été d'ailleurs un formidable succès, comment cette société qui est de taille moyenne-grande change complètement son processus de conception produit, de production, pour s'adapter aux différents marchés dans lesquels ils vendent. Et on montrait de manière tangible, puisqu'il y avait les produits, il y avait les machines, et il y avait l'ensemble du flux. Donc, c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'il y a couplage, modèle économique, conception. Vous ne produirez pas la même chose demain. Et les produits vont être, et les services offerts et la valeur du produit va plus être la même. Il y a déjà longtemps qu'on dit que GE vend de la puissance et du déplacement d'avion. Ils ne vendent plus le moteur. C'est les modèles économiques qu'on voit maintenant plus proches du consommateur. Donc voilà quelques élixirs en France. Va faire un avion de loisirs. C'est une équipe de 15 ingénieurs, c'est en France. Un avion de loisirs, d'entraînement. Ils font tout ça sur le cloud, pas d'investissement initial. Et ils vont concevoir, imprimer en 3D, faire des processus composites qui sont très sophistiqués. C'est devenu abordable. Donc, la démocratisation du processus de conception, la démocratisation de la facilité de produire, fait que ce qui était avant fait dans le monde virtuel devient le monde des makers. Nous sommes par exemple présents dans les 1000, il y en a 998 je crois, Fab Lab dans le monde du programme MIT, puisque après le Cyber Industry, on a fait le programme avec le MIT. Et dans les Fab Labs qui existent un peu partout dans le monde. Là, vous voyez des jeunes équipes qui viennent faire des produits pour lesquels les industriels n'ont pas encore pensé. Ni dans les méthodes, ni dans la conception, ni dans la solution finale. D'ailleurs, c'est pour ça que les industriels se disent il est urgent qu'on fasse de l'open innovation. Il est urgent qu'on regarde ce qui se fait à l'extérieur et qu'on réimporte ça à l'intérieur. Donc voilà, c'est ce phénomène-là qui se passe. Concernant les standards, je voudrais faire un point rapide dessus pour faire écho à ce que vous dites, qui est un élément essentiel. Les standards, le travail est grandement fait. Et il est déjà cohérent entre France, Allemagne, Japon, Chine. Les standards pour les spécialistes s'appellent STEP pour l'aéronautique, STEP pour l'automobile. Ce sont des standards sur lesquels il y a 20 ans d'activité. On a défini avec les Allemands, avec les différents universitaires, le standard système pour cyber, ce qu'on appelle système au système. C'est un langage que d'ailleurs Dassault Systèmes a publié et a donné au public, qui s'appelle Modelica, qui est adopté aujourd'hui par l'industrie allemande, par l'industrie japonaise, qu'on a publié, tout le monde peut l'utiliser et peut en faire ses propres outils.
open source, si vous voulez. Évidemment, nous, on essaie de faire les meilleures plateformes possibles, mais c'est ouvert. Et il y a d'autres standards qui sont en cours dans toutes les industries, incluant l'industrie de la construction. Et donc, c'est cette dynamique, nouveau modèle économique, nouvel facteur de coût pour produire quelque chose, et capacité à faire des plateformes dans lesquelles vous connectez votre client pour reformaliser ce que vous voulez lui offrir en termes de services, qui constitue cette véritable révolution. Vous ne pouvez pas prendre un morceau sans l'autre. Prendre un morceau sans l'autre, c'est manquer la vraie vague qui se produit. L'open source, c'est intéressant ce que vous dites. Vous avez cité ce cas de l'avion, je trouve passionnant, mais prenons un cas qui fait pas mal parler de lui, Elon Musk, qui a mis en open source aussi un certain nombre de choses, et qui lui veut aussi réinventer quelque part l'industrie, en venant pas vraiment du monde, au départ de ceux qui fabriquaient. Et comment est-ce que vous percevez, bon, je ne sais pas pour vous demander de commenter Elon Musk, mais c'est vrai que je peux le faire. Vous pouvez le faire. Est-ce que c'est un disrupteur qui est précurseur du visage de l'industrie du futur, ou est-ce que c'est plutôt quelqu'un d'un peu isolé et qui simplement est un bon vendeur finalement? Non, on se connaît depuis longtemps. Je lui ai dit que quand il avait fait son voiture électrique sur le châssis Lotus, c'était une vraie crasse l'affaire et que ça ne marcherait pas. Il était un peu vexé ce jour-là quand on a pris la photo au Salon de Paris. Il m'a dit, bon, je vais refaire l'architecture du véhicule. Et il l'a fait avec nos offres, parce que je l'ai provoqué, il l'a fait avec nos solutions. Donc, toute la Tesla, évidemment, pourquoi elle est unique, cette voiture, c'est qu'il fallait oser le faire. Parce qu'il a dit, je vais faire la sensation que quelqu'un qui possède une Porsche peut avoir, sans bruit, sans vibration, et avec des accélérations et une expérience de conduite unique. Il fallait oser le faire. Quand vous voyez la Tesla, ce n'est pas un moteur électrique dans un châssis. C'est un véritable... pour repenser l'usage. Vous avez le grand écran, vous avez une connexion, vous avez des tas de services complémentaires. Ceux qui ont déjà... Vous roulez dans un smartphone. Oui, mais enfin, il faut le produire quand même. Hein. Donc là, c'est un très bel exemple, comme le smartphone, c'est un très bel exemple où il ne s'agit pas de mettre un moteur électrique dans une voiture. Vous créez une expérience du conducteur qui est totalement différente. Je trouve que cet exemple est excellent. Vous prenez Faraday Future, on a fait la présentation CES avec eux, on était leur seul partenaire Faraday Future, ils ont un investissement d'1 milliard pour faire des nouvelles voitures. Si vous regardez la vidéo Faraday, regardez-la à l'occasion, vous allez voir une vidéo sur une nouvelle architecture de véhicule. En fait, regardez la vidéo sur YouTube en la regardant non pas comme une technique, mais comme un business model en cours. Donc, par rapport à votre question, Philippe, ce que je dis, c'est qu'effectivement, ces exemples sont des exemples concrets dans lesquels le business model, la valeur d'usage a été repensée. Regardez, vous avez une voiture, jusqu'à présent, vous achetez une voiture, vous en parlez à vos amis, voilà, c'est une voiture, elle est sympa. 6 mois après, il n'y a rien à annoncer. Avec Tesla, 2 mois plus tard, dis donc, elle a la conduite automatique. Dis donc, elle a tel et tel système. Mon bien s'est amélioré dans le plaisir que j'en ai. Alors que la plupart des produits industriels, le bien ne fait que se dégrader. Donc vous voyez bien que là, il y a un couplage de modèles économiques nouveaux. Je finirai avec SpaceX, parce que vous avez provoqué, et là, mon copain, donc je vais répondre. Donc c'est beaucoup plus que du marketing. Pourquoi? Parce que SpaceX, il doit me le faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a embauché des ingénieurs en retraite de NASA. Des ingénieurs en retraite, s'ennuyait. Il les a embauchés, je vais les voir, c'est comment il faisait. Il les a embauchés, il a pris des jeunes. Donc il a pris une structure de gens d'expérience, la NASA a moins d'argent, il a pris des jeunes, de Stanford et d'ailleurs, et il a dit, je vais faire une fusée qui décolle et qui se repose. Il fallait quand même oser le faire. C'est pas la première, il y a eu un programme en Europe, on ne sait pas bien, mais il y a eu quelque chose de faire sur ce sujet. Donc, c'est un nouveau modèle économique là, aussi, avant tout. Et je pense sociétalement fort intéressant, puisqu'il a regroupé des compétences. Et vous savez, la dernière anecdote que je donnerai, c'est celle des Fab Labs. Il y a des gens qui s'ennuient dans les entreprises, aujourd'hui. Bien sûr, il y a des gens qui s'ennuient quelquefois dans les entreprises. Ces gens-là, aujourd'hui, certains d'entre eux qui sont en fin de carrière, perdent quelquefois leur emploi. Aujourd'hui, quand on fait des Fab Labs et quand on voit la dynamique des Fab Labs, on a des jeunes qui ont un projet, qui n'ont pas nécessairement envie d'aller dans une entreprise, qui ont envie de faire quelque chose, qui ont envie de rencontrer des gens qui savent,
et de réaliser des choses. On l'a bien vu, vous avez ça dans Paris, on a des Fab Labs qui se construisent partout dans le monde. Ben moi je trouve que là, on a un nouveau modèle sociétal de pensée. C'est-à-dire comment on change les frontières des solutions qu'on peut offrir par des objets intelligents, par l'environnement domotique, par tout ce que vous voulez. Donc la France a une carte à jouer, c'est pour ça que ça s'appelle Creative Industry. Et avec Macron, je pense que franchement, c'est pas souvent que des programmes poussés par l'État, le cloud c'est un échec, sauf que nous on a réussi, mais avec mes propres sous. Faut pas tout attendre de l'État. Non, mais justement, j'avais refusé de diluer, vous vous rappelez, l'affaire, j'étais sorti en hurlant en disant vous diluez à tout le monde, bon, ça ne marchera pas. Bon, n'empêche que j'ai réussi à le faire et qu'aujourd'hui on a un des clouds les plus importants au monde, mais on le commercialise pas pour les autres, on le garde pour nous. Et j'ai des coûts d'exploitation qui sont 30% inférieurs à Amazon. Donc, 30% c'est bien pour la marge. Donc, c'est pour ça qu'on fait des avions depuis la Californie sur notre cloud. C'est pas mal quand même. Avec Macron, on a fait un super boulot. Il a d'abord été présent à toutes les réunions de coordination. On a fait un travail qui aussi implique les régions, implique les partenaires sociaux, pour qu'ils comprennent ce que ça signifie en termes de formation continue. Un des problèmes qu'on a à résoudre du point de vue politique, et je vais venir sur ce sujet-là, c'est le sujet suivant. Le monde va vers une notion de filière. Aujourd'hui, les 35 milliards de formations professionnelles sont par discipline. Il y a la filière des mécaniciens, la filière des électriciens, etc. On a un problème. C'est-à-dire qu'on a un financement de la formation continue, qui est une formation qui est verticale sur l'ancienne économie. Ces 35 milliards devraient être réarrangés autrement par filière. Alors, il y a un problème, c'est qu'on sait que ces trucs financent les syndicats. Il n'y a qu'à leur donner 1 milliard, comme ça ils sont contents, et puis on change. Non mais je parle sérieusement. Vraiment sérieusement. J'aimerais que les journalistes fassent leur travail pour aller parler de ce sujet-là. Parce que c'est un sujet qui est sociétal et critique pour nous, en France. Et qui est un des problèmes qui paraît... On a dû faire 3 ou 4 fois la une de la tribune sur ce sujet-là, ça n'a jamais eu aucun impact. Et on veut bien le refaire avec vous. On peut le refaire, et que je peux faire une tribune avec vous si vous voulez. Parce que ce sujet, on a recensé ça dans nos comités de pilotage qui ont lieu tous les 3 mois, comme un facteur critique. Alors c'est intéressant parce qu'on vient de parler des technologies, de ce que... Et là, l'Allemagne, ce sujet-là, n'a pas ce problème. Et nous, il faut qu'on le traite. Alors moi, franchement, je ne connaissais pas ça, je ne m'occupe pas de ce genre de sujet, je suis plutôt dans la techno. Mais quand j'ai découvert que ce problème sociétal, politique, au fond, hein, on l'avait en France, franchement, voilà, je vais mieux vous le dire très fermement et très clairement, on peut parler technique si vous voulez, mais ce sujet-là, il faut le traiter. On peut le tweeter. Tweetez-le. Tweetez-le, il faut que l'argent, donnons 1 milliard aux syndicats et récupérons l'argent de la formation professionnelle. Réorientons-le, on va pas le récupérer, réorientons-le vers les filières. Il fallait le faire disparaître. On va y revenir, peut-être on va... Bon, j'espère que vous êtes d'accord, hein, mais à ce moment-là, il faut le dire. On va avoir un échange de questions tout à l'heure. Peut-être on va donner la parole. L'Alliance est d'accord, mais les gens ne savent pas s'y prendre. C'est-à-dire que le problème qu'il y a, c'est qu'on a une alliance qui fonctionne bien. Et les syndicats, ils ne sont pas dans l'alliance. Si, ils y sont. Et d'ailleurs, ils ont très bien entendu le sujet. Le problème après, c'est qu'en dehors, après ça sort du cadre de l'alliance, parce que ça devient un problème politique à traiter. Je pense qu'il ne faut pas que l'alliance... C'est vrai qu'individuellement, ils sont tous d'accord pour réformer le marché du travail, quand vous les voyez. Non, mais j'ai eu les félicitations. Quand ils sont dans la rue, c'est non, mais on a eu les félicitations des syndicats sur l'initiative qui a été faite par un de nos partenaires dans la région de Lyon en novembre, l'année dernière, 1200 participants, PME, sociétés de taille moyenne sur l'industrie du futur. Les actions régionales fonctionnent. Maintenant, il faut rediriger ce financement en formation continue, parce que la formation des écoles change, il n'y a pas de doute là-dessus. Et il faut féliciter ce qui se passe dans les écoles, il n'y a pas que des mauvaises choses en France, on a une super formation. Mais la formation continue est capitale. Et si on ne redirige pas ces 35 ou 40 milliards, à mon avis, on va avoir du mal à faire que ça se produise. Voilà ce que je voulais vous dire. Absolument, c'est important. On va vous prendre le micro quelques instants, on va revenir dans le débat pour l'offrir à Karine Gosse. Donc je rappelle que vous travaillez chez FIV sur les sujets de l'industrie du futur avec Frédéric Sanchez, qui est le complice de Bernard, qui sait tout, et elle est le Sherpa, si on peut dire, de Frédéric Sanchez, qui est le complice de Bernard, Charles pour l'Alliance. Alors peut-être justement à ce titre, nous dire un peu la réaction que vous avez sur ce qui a été dit jusque-là, sur
le bon fonctionnement ou pas de cette alliance. On a fait un petit état des lieux du point de vue de Bercy, mais du point de vue de l'alliance, justement, est-ce que les progrès vers l'industrie du futur de la France sont réels et les conditions, notamment celles qu'on vient d'évoquer sur la formation, commencent-elles à être sinon réunies, en tout cas, la prise de conscience a lieu qu'il faut inventer aussi tout l'écosystème. Il faut mettre tout le monde en marche. Le mot en marche est assez la mode. En marche en même temps. Voilà, effectivement, je pense que les échanges qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant montrent que le chantier est immense. On essaye de caractériser l'industrie du futur par une approche technologique. Là, on a entendu les systèmes cyberphysiques, la virtualisation en France, etc. Bon, c'est une façon de le faire. On a parlé des modes de production. Je pense que chez FIV, on a effectivement la conviction que cette opportunité l'industrie du futur est une opportunité finalement de réinventer la manière dont les sites de production et l'industrie est intégrée à la société. Et donc effectivement, du coup, ça aborde des sujets extrêmement larges, hein, dont on a traité depuis ce matin, la formation, enfin donc ce dont j'ai parlé, hein, les technologies, les modes de production, la formation initiale, la formation continue, etc. Enfin, c'est extrêmement large. Donc ce chantier est immense, et je pense que l'Alliance a résolument l'ambition de l'adresser sur tous ces aspects, ce qui est extrêmement remarquable, et je pense qu'il ne faut pas le sous-estimer. Bon. Effectivement, cette industrie du futur, ça doit être aussi un lieu de rencontre. Hein, c'est un lieu de rencontre entre les industries mécaniques, les industries du logiciel, les industries de services, du coup, hein, qui sortent de tout ça. Un lieu de rassemblement, on se rapproche également d'autres pays, on a parlé de la France, de l'Allemagne, etc. Je pense qu'il ne faut pas oublier non plus que ce mouvement doit embarquer des industries extrêmement différentes et également des industries traditionnelles. Alors, je voudrais simplement revenir un peu là-dessus parce qu'on a des exemples dans des industries extrêmement traditionnelles qui montrent bien à quel point elles peuvent être ancrées dans une société et finalement apporter une valeur qui va bien au-delà que l'emploi d'un opérateur à un poste de travail. Par exemple, donc FIV a une activité historique, qui est son activité historique, qui a plus de 200 ans maintenant, dans le domaine de l'industrie sucrière. Et dans l'industrie sucrière, FIV donc, vend un certain nombre d'équipements de traitement, d'extraction du sucre, de la canne à sucre ou de la betterave. Alors aujourd'hui, il faut savoir qu'une usine de sucre produit effectivement du sucre extrait de la canne, mais également de l'éthanol et également de l'électricité qui est produite à partir donc, de la biomasse, hein, quelque part, de ces résidus de canne et de pétrole. Et donc, cette électricité n'est pas produite en quantité négligeable. Hein. Une usine moyenne peut fournir de l'électricité à une ville d'à peu près 100 000 habitants. Donc, aujourd'hui, installer une usine de sucre est quand même quelque chose qui, résolument, va affecter un écosystème, un tissu économique, une ville, un endroit dans le monde. Et l'optimisation de cette utilisation de l'usine et de ses moyens pour aller vers un mix entre le sucre, l'éthanol et l'électricité, quelque chose d'assez complexe, parce qu'il faut venir paramétrer l'ensemble des éléments de la chaîne de production. Finalement, on a donc des entreprises historiques, alors je prends l'exemple de FIV bien sûr, hein, donc qui sont dans ce marché depuis longtemps, qui connaissent parfaitement le process de production, et qui même si aujourd'hui, de par la nécessité de compétitivité et le marché international fait qu'une partie des équipements d'usine est maintenant produite en Chine et vendue par des partenaires chinois, aujourd'hui, un groupe comme FIV a la connaissance de ce process de production et est capable d'accompagner ses partenaires dans le mix de production, donc à la fois côté industriel, mais également donc avec un impact sur quelle va être l'énergie qui va être vendue, l'empreinte environnementale, et donc toute cette économie circulaire qui se met en place. Et donc, au-delà de ça, c'est bien toute une activité de service et d'impact sur la société donc, qui va naître. Voilà. Et donc c'est bien dans cette alliance au sens très très large des modèles et de l'intégration dans la société hein, qu'il faut se placer. Donc après, on a évidemment beaucoup d'autres exemples, peut-être plus pragmatiques. Hein. On a parlé beaucoup de personnalisation à outrance, la Speed Factory d'Adidas. On a d'autres exemples aujourd'hui dans le domaine du bois et du mobilier, hein, par exemple. Hein. On va de plus en plus, dans du mobilier sur mesure. Et aujourd'hui, la capacité justement d'intégrer l'usine étendue en amont, depuis la commande, la conception de la cuisine, jusqu'en aval, sa livraison, sa construction sur site, et l'automatisation et la gestion de tout ça de manière intégrée à la fois côté mécanique, robotisation, mais également numérique pour gérer l'ensemble du système d'information,
c'est qu'on est capable de livrer des cuisines entièrement sur mesure, dans un monde finalement extrêmement urbain, où on a envie d'utiliser au mieux l'espace dont on dispose, et customiser sa cuisine exactement comme on veut. Aujourd'hui, c'est possible, à des coûts qui sont tout à fait atteignables, et on a des industriels français qui sont extrêmement en avance sur ce secteur, comme par exemple le groupe Schmitt, et qui ont réellement repensé tout leur système de production, de distribution et donc de vente de leur cuisine autour de ce concept. Donc voilà, donc, ce que je voulais essayer de mettre en avant, c'est effectivement l'importance de balayer extrêmement large. Donc après, pour revenir aux travaux de l'Alliance, donc du coup, ce qu'on va essayer de faire, c'est de montrer ce qui est possible. Alors, on a eu des exemples, bien sûr, par M. Charles, par d'autres collègues, de choses qui peuvent se faire. Aujourd'hui, un des premiers sujets de l'Alliance, c'est de dire, regardez, oui, c'est possible, il y a en France des gens qui le font. Ça permet également, d'ailleurs, de donner des exemples constructifs et positifs de la manière dont la France peut exploiter ses atouts en matière de logiciels, ses atouts en matière d'industrie de services, etc., pour aller dans cette direction-là. Donc aujourd'hui, l'Alliance labellise donc ce qu'on appelle des vitrines de l'industrie du futur, qui permettent d'être, qui ont pour vocation d'être un peu des exemples un peu emblématiques, par exemple, on puisse dire, ah bah oui, voilà des industriels qui se lancent dans cette transformation, au-delà de leur modèle propre et de leur propre mode de production, dans leur intégration dans cette société au sens plus large, et voilà des exemples de ce qu'aujourd'hui la France sait faire. Donc ce processus de labellisation, on l'a lancé en début d'année, on a aujourd'hui presque 8 vitrines, puisque les 2 prochaines vont sortir incessamment sous peu, un certain nombre de dossiers en cours, mais on aimerait vraiment donner de la force à ce processus de vitrine. La deuxième raison pour laquelle ce processus de vitrine est important, c'est qu'évidemment, cette construction de l'usine du futur, de l'industrie du futur au sens plus large, elle va embarquer un certain nombre de partenaires. On parlait tout à l'heure de la problématique de modernisation des PME. Une des façons, évidemment, d'accélérer le mouvement, c'est de les entraîner dans cette évolution et dans le sillage de ces pionniers de l'industrie du futur. Donc le deuxième axe autour des vitrines, c'est de dire, mettons en avant également tout ce panel de fournisseurs qui, quelque part aujourd'hui, font l'effort de transformation nécessaire pour s'intégrer dans cette chaîne de valeur. Et mettons-les en avant, mettons-les en réseau, montrons-leur ce qui est possible. Ça, c'est le sujet vitrine. Bon, on a évidemment longuement parlé du sujet de R&D, puisque on a évidemment, et on en a vu tout à l'heure un exemple assez frappant sur l'impression 3D, des sujets sur lesquels de la R&D peut permettre, qui se poursuit, peut permettre à la France de développer des atouts extrêmement importants en matière de futures industries. Je pense que je vais absolument poursuivre. Je ne vais pas revenir sur ce que M. Gazou disait sur les plateformes, etc. Donc il y a un certain nombre d'initiatives qui sont en route, et puis tout ce qui est modernisation des PME sur lequel on travaille. Donc après, je pense que les sujets sur lesquels on a encore du chemin, mais qui sont vraiment pris très au sérieux, qui sont difficiles, c'est celui de la formation. La formation, à différents sens. Donc je pense que là c'est effectivement encore un sujet sur lequel il faut travailler. Alors l'Alliance évidemment, mais donc au sens le plus large, comme vous le disiez, c'est-à-dire avec le Conseil national de l'industrie, avec les partenaires sociaux, c'est vraiment un sujet extrêmement large, sur lequel l'Alliance aimerait évidemment jouer son rôle, mais qui ne peut pas se borner effectivement et se substituer à ce que d'autres doivent également faire. Voilà. Tu peux ajouter quelque chose? Allez-y. Très court. Si vous voulez faire un plan de cuisine, allez sur Home by Me, c'est gratuit. C'est la meilleure plateforme au monde, je suis sérieux. Il y a 10 millions d'utilisateurs, 10 millions. Et cette plateforme, elle est gratuite, elle est faite par une start-up française. Bon, il se trouve que la société l'a rachetée. Mais pour la développer et pour internationaliser l'affaire, allez essayer Home by Me, très facile. Et vous pouvez ensuite commander et avoir vos meubles et faire que ce soit le consommateur qui soit l'acteur dans la définition du produit. C'est amusant. Merci pour la page de publicité. J'ai vu aussi. Désolé. Là, c'est ce que j'avais. Allô? Bon, merci. Alors, je voudrais prolonger le débat avec Dorothée, ce qui a été dit tout à l'heure, sur ce qu'on appelle, je crois que vous avez employé le terme, de Google des usines. On sait que les grands acteurs américains, si Google veut fabriquer ou devenir un industriel
industriel, mais il veut être dans la chaîne de valeur de l'industrie, on le voit bien notamment, la relation client. Ça, c'est un point important. Et puis, il y a une deuxième notion là, qui rejoint aussi les grands acteurs de l'Internet et l'évolution même du monde de l'Internet, c'est l'idée d'une plateformisation. Et on voit bien que, avec ce qu'ont décrit Bernard Charest et Karine Bloss, on va vers une usine plateforme. Et est-ce que, de votre poste d'observation de ce qui a été fait en Allemagne et plus globalement, vous pensez qu'effectivement, c'est ça la tendance, c'est-à-dire une usine étendue avec une logique de plateforme? Pourquoi peut-être demain, est-ce que les usines travailleront pour une seule marque, mais pour plusieurs marques? Enfin, est-ce qu'on peut avoir imaginez que Revon, BMW, Volkswagen ou Renault et Peugeot aient la même plateforme de production, surtout avec les impressions 3D, etc. On pourrait imaginer même que la personnalisation de la voiture pour le cas d'espèce soit assurée. Enfin, on peut imaginer d'autres formats, d'autres schémas industriels que ceux sur lesquels on a vécu jusqu'ici. Alors, oui, nous, ce qu'on a constaté sur le terrain, quand on interviewait des chefs d'entreprise dans l'industrie mécanique, c'est qu'ils nous disaient « Demain, je ne gagnerai pas moins d'argent en vendant mes machines qu'en vendant des applications liées à mes machines. » Donc, vous voyez, on est réellement dans une évolution du business model et cette imbrication entre industrie mécanique et industrie logicielle va donner lieu à des plateformes. On a l'exemple de l'entreprise Trumpf, qui est donc un leader mondial de découpe laser, qui a mis en place une plateforme, Axum, qu'on décrit donc dans le livre, et c'est très intéressant parce que sur cette plateforme, Axum, il a mis à disposition l'ensemble des logiciels, des applications qui couvrent toute la chaîne de valeur. Que ça va de l'achat des matières premières jusqu'au logiciel d'expédition. Et sur cette plateforme, il y a non seulement des applications de Trumpf, mais il y a également des applications de concurrents comme Klötzner, Zeiss et d'autres. Des applications qui sont téléchargeables gratuitement. Donc, vous voyez comment un acteur de l'industrie traditionnelle, entre guillemets, est en train d'évoluer vers un tout autre modèle, de s'ouvrir à ses concurrents, de donner accès à des applications et non plus rechercher à tout prix à vendre ces machines, puisqu'on va être effectivement dans une logique où c'est la valeur d'usage qui va primer et la manière de capturer les clients demain va se faire via les applications et non plus par la vente, on en parlait, de produits. Donc ça c'est, je pense que c'est une évolution à laquelle il faut qu'on soit très attentif parce que effectivement, il y aura dans 10 ans un certain nombre limité de plateformes et à voir qui va dominer cette logique. Sans doute une rationalisation. Une rationalisation et ce qui pose aussi une autre question. On en parle, on a élaboré le concept de compétitivité relationnelle. Ces plateformes-là, c'est aussi une autre manière de faire du business. Hier, une entreprise pouvait se permettre d'être seul leader sur son marché. Demain, on le voit avec les exemples allemands qu'on cite, on est plus dans une forme de leadership collectif, où des entreprises et des concurrents s'associent, notamment sur la base conception, mais pas seulement, également sur la fabrication. Donc on est véritablement dans un schéma où la chaîne de valeur, telle qu'on l'avait bien rangée de manière horizontale, verticale, explose. On est dans une chaîne de valeur éclatée. Vous représentez cette chaîne de valeur aujourd'hui avec le client au milieu, et le client qui va intervenir à la fois sur la conception, sur la fabrication, qui va intervenir dans plein de domaines, et on va avoir également, au milieu de ces chaînes de valeur, des plateformes. Donc on est dans une représentation complètement différente, et c'est ça qui est compliqué pour le chef d'entreprise aujourd'hui en pleine EDI, de se représenter. C'est très difficile. Karine Goss, en vous écoutant, est-ce qu'on doit encore parler de l'industrie? À l'école, on apprend encore qu'il y a le secteur primaire, l'agriculture, la pêche, le secondaire, c'est l'industrie papa, j'allais dire, et le tertiaire, ce sont les services. Ces notions sont en train d'exploser, on le voit bien par tout ce qui est décrit.
Vous parliez d'entrepôts connectés, par exemple. Est-ce qu'on doit encore parler d'industrie ou est-ce qu'on doit employer le mot de... Alors certains disent quaternaire, mais quaternaire c'était quelque part les services plus, quoi. Là on est plutôt dans un quinternaire, je ne sais pas comment il faudrait inventer une nouvelle définition de l'industrie. Et l'INSEE devrait revoir complètement ces catégories. Quand on dit la valeur ajoutée industrielle s'est effondrée en France de 23 à 12%, ça ne veut rien dire quand on entend ce que vous dites. Donc effectivement, je voulais rebondir sur ce qui vient d'être dit, parce qu'on voit apparaître cette notion de plateforme, on voit apparaître de nouveaux business models, et fondamentalement, c'est bien un nouveau type de service qui se déploie, et qui se déploie dans toutes les directions, et qui se déploie également différemment, hein, peut-être pour rebondir sur cet aspect de filière dont on disait, qui se déploie complètement différemment en fonction des filières, en fonction des acteurs, finalement, qui chacun prennent leur place de manière un peu différente en fonction des circonstances. Et donc sur cette activité de service, effectivement, je pense qu'on le vit également très très fort hein, dans une société comme chez FIV, hein, où aujourd'hui on n'est plus fabricant d'un équipement, on apporte une valeur de productivité, de disponibilité, de qualité d'un produit ou d'éléments de qualité d'un produit. C'est bien comme ça qu'il faut qu'on prenne les choses, ce qui fait qu'également notre propre activité est en train d'évoluer de la même manière. On crée des entités de conseil hein, aujourd'hui, de plus en plus, qui s'appuient sur des outils logiciels, des outils de simulation, du big data, etc. Et c'est bien ça qui, effectivement, tire aujourd'hui, pour moi, c'est une notion de service étendu, si vous voulez. L'industrie pouvant être vue cette fois comme la connexion d'une multiplicité de services qui sont des services de production de pièces, qui sont des services de disponibilité de machines, de disponibilité d'opérateurs, pour concevoir finalement un service vers l'utilisateur qui est une expérience autour d'un objet. Et moi je le verrais plutôt comme une espèce de généralisation du service, une application pouvant être ça. Et du coup cette part, mais également ce positionnement, cette manière de voir les choses, va faire évoluer les relations entre les acteurs. Je pense que le cabinet Roland Berger ce type d'analyse également, hein, puisque c'est ce que je voyais la semaine dernière. C'est quelque chose qu'on ressent très fort, mais qui fait du coup évoluer beaucoup les entreprises de l'intérieur. Bernard Charles, vous êtes un homme du quaternaire. Est-ce que ça fait un peu, on a parlé des atouts, des opportunités bien sûr formidables pour la France, mais vous citiez Elon Musk, et je suis d'accord avec vous, c'est très certainement un précurseur, même si c'est aussi un génial vendeur. Ça fait peur aux grands groupes. On a parlé souvent d'ubérisation, mais là pour l'instant on le voit surtout dans les services, les taxis, un certain nombre de services les hôtels, la restauration. Est-ce que l'ubérisation, demain, c'est pas l'industrie elle-même qui, avec l'arrivée et ce que vous avez décrit, cette alliance finalement entre le logiciel, la mécanique, est-ce que ce qui permet à des Musk, il y en a peut-être partout dans le monde, des Musk qui vont venir faire ça. Donc, qu'est-ce que vous qui parlez beaucoup au monde du CAC 40, que vous devez les croiser plus souvent que moi, les grands patrons, ils se sentent menacés par cette... Et comment ils comptent réagir pour maintenir, pour rester dans la course, quoi, pour rester dans le jeu. Bon, d'abord, juste sur un petit parenthèse par rapport au mot industrie, il faut revenir à l'étymologie du mot industrie, et quand vous regarderez l'étymologie, vous verrez que ça répond parfaitement à votre question. En fait, on en donne une définition très restreinte aujourd'hui par rapport à l'état de ce qu'on met sous le mot industrie, mais c'est un très beau mot avec Michel Serres et Pierre Musso de Paris Tech. On a beaucoup travaillé là-dessus. Pierre a écrit un livre sur l'histoire de l'industrie et sur la culture de l'industrie, et ce que vous avez appelé service, je l'appelle industrie. Pour moi, l'industrie financière, c'est une industrie. Et ça répond parfaitement au sens étymologique du mot industrie. Pierre va publier un livre, Pierre Musso va publier un livre, puisqu'on a fait plusieurs livres ensemble, dont l'industrie de l'imaginaire, qui au passage montre, et nous sommes convaincus, que l'objet virtuel va prendre plus de valeur que l'objet physique. C'est une parenthèse. Parce que quand il est réutilisable, il peut être transformé, morphé pour faire autre chose. Ça, c'était juste sur l'aspect industrie. Mais Pointernaire, il y a des livres intéressants. Vous ne prenez pas le pointernaire? Non. Je trouve que l'industrie est un bon mot, il faut le garder. Et il faut que l'INSEE revoie la façon dont elle la mesure. Mais je pense que l'INSEE doit revoir ça, mais l'industrie, en plus, c'est un beau mot français qui vient d'une racine, évidemment, qui fait partie de notre culture, mais en plus, il existe dans le monde, donc ne le changeons pas, pour une fois. Donc l'industrie, c'est un beau mot.
Et c'est une belle affaire. Le CAC 40, moi je dirais que je connais beaucoup plus les patrons internationaux, parce que quand même ce système fait 92% de son chiffre d'affaires en dehors de France. C'est une préoccupation, mais les choses changent vraiment beaucoup. Pourquoi? Parce que toutes les grandes entreprises ont compris qu'il fallait faire de l'innovation ouverte, être inclusif des startups et des nouvelles idées qui se faisaient. Je prends l'exemple de Renault. Avec Renault, on a un déploiement mondial colossal de plateformes ouvertes, de plateformes sécurisées au sein du groupe de l'Alliance, mais on a aussi fait avec eux une deuxième plateforme en parallèle sur le cloud, qui est une plateforme pour rassembler des compétences au niveau mondial qui ont des idées sur les véhicules virtuels, sur les véhicules électriques, sur différentes solutions, et même des individus, pas uniquement des structures. Donc, vous voyez que là, par exemple, concrètement, si vous regardez des fintech que l'on fait à Londres, poussé par Boris Johnson, au niveau 56, on a fait une plateforme pour le fintech, parce que figurez-vous que le processus d'innovation dans les services financiers est à peu près le même que le processus industriel, et que nos plateformes commencent à être utilisées dans ce domaine, par exemple chez BNP Paribas. Donc, on est dans une industrie dont, finalement, c'est repenser l'offre. Et c'est une bonne chose. On a eu COP21. Je pense que le principal conseil que je donnerais à tous les auditeurs, à tous les participants, et à toute l'industrie française, c'est n'essayez pas de prolonger ce que vous avez fait dans le passé. On a des problèmes de développement durable partout. La ville. 60% des habitants de la ville. Évidemment, si 60% des consommateurs du monde qui ont le plus de pouvoir d'achat sont dans les villes, il est clair que la mobilité va être différente. Il y a des conséquences considérables. Des petites usines, des modules dans les villes. La ville change. Je vous rappelle que à ce titre, on fait un programme mondial qui est colossal, aussi important que le Boeing 777, puisqu'on a signé avec Singapour le fait que toute la ville de Singapour, ça ferait en virtuel sur la plateforme d'Assosystem. Ça s'appelle 3D Experience City. C'est la fameuse maquette numérique dont... Oui, mais ça va beaucoup plus que la maquette numérique. Je vous donne un exemple d'usage immédiat qu'on a fait. Le Premier ministre se posait la question de savoir comment les teenagers, les élèves, les collégiens allaient à l'école. Ils se disaient, il y a trop de parents qui conduisent leurs enfants à l'école en voiture. Et nos systèmes de transport en commun ne sont probablement pas adaptés. Alors on leur dit, mais en savez-vous quelque chose? Ils n'en savaient rien. Donc, en bref, ce qu'on a fait il y a environ 8 mois, je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a le City Summit en juillet, dans lequel tout ça va être présenté très officiellement. Eh bien, on a mis des petits objets intelligents à tous les étudiants, à tous les écoliers de Singapour. On les a tracés pendant un mois. Et on a fait ensuite de data science, tout ça, dans un environnement où la ville était comprise de tout le monde, parce qu'aujourd'hui, c'est sur des plans et des cadastres que personne ne comprend. Entre parenthèses, à Rennes, ils ont fait quelque chose de magnifique sur ce sujet. On a découvert en fait, que ceux qui étaient d'âge inférieur à 12 ans, en général, aimaient bien passer au parc jouer avant de prendre leur transport en commun. D'abord, l'impression que 60% des étudiants étaient, des élèves étaient conduits par leurs parents était fausse, c'était 35%. Deuxièmement, que les petits aimaient bien marcher et jouer, et que les plus grands étaient plutôt feignants. Mais en fait, que les transports en commun n'étaient pas parfaitement synchronisés avec les écoles. Voilà un exemple concret de service aux citoyens qui n'est possible que si vous avez le jumeau numérique de l'environnement dans lequel vous voulez améliorer les services. Mais ça va devenir des produits. Donc c'est un exemple extrême, évidemment. Mais toute l'industrie évolue dans ce domaine. Et je pense que demain, nous aurons des banques et des organismes financiers qui vont non plus investir dans des espaces de bureaux, mais dans une capacité de production à la disposition des autres. Je prenais l'exemple de Elixir, ou vous prenez l'exemple de Joby Aviation. Imaginez que 50% des pièces soient faites en impression 3D avec des matériaux extrêmement sophistiqués. Pourquoi posséder l'usine? Vous avez 200 machines d'impression 3D, vous faites comme dans l'électronique aujourd'hui, vous ne possédez pas nécessairement votre fonderie,
Et ben, vous allez avoir un investisseur qui va avoir ce bien, comme il le possède aujourd'hui, le bâtiment, et qui va dire je mets ça à disposition. Donc le modèle économique change. C'est pas pour ça que l'industriel disparaît, bien entendu. Mais vous mettez vos flux d'investissement, le CAPEX et l'OPEX changent. Vous voyez bien que des sociétés qui de 10-15 personnes aujourd'hui utilisent des logiciels qui étaient jusqu'à présent réservés aux très grandes entreprises, et ils peuvent le faire pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus d'installation à faire en local, c'est disponible en ligne avec un lien, vous commencez à travailler, vous disposez de simulations composites et d'outils de design, de 3D printing en ligne payés mensuellement. C'est une révolution considérable. En fait, si vous regardez la problématique de la ville, la problématique d'énergie, la problématique de la production alimentaire, la problématique de la santé, vous prenez les 4 ou 5 grands thèmes de COP21 et de tout ce qu'est la transformation de ce monde aujourd'hui, l'éducation, eh bien en réalité, si vous inscrivez vos activités dans ce contexte, vous pensez à des solutions qui ne sont pas du tout la prolongation de ce que vous faites aujourd'hui. Et je pense que c'est ce qui est en train de se passer, et les gagnants, c'est ceux qui font ça. Donc en fait, ça devient la data industrie, comme il y a la data city que vous créez à Singapour. Dorothée, un mot de réaction sur... D'abord, c'est le logiciel qui devient le moteur. Et est-ce que la France n'est pas un peu mal placée face aux grands géants américains qui semblent dominer le monde? Je pense qu'il faut... Sauf vous. Bon, on peut sortir de la salle et se dire qu'on va vers la data industrie et que tout va bien et qu'on est les meilleurs. Je pense que c'est vrai, on a des très grandes forces et Dassault et FIB en sont des figures emblématiques. Maintenant, je pense qu'il faut quand même avoir en tête la réalité du terrain. La réalité du terrain, c'est des PME et des ETI. Nous, on travaille pour des entreprises qui font du gâteau, du charbon de bois, du chauffage électrique. Bon, elles ne sont pas encore dans la data industrie, ces entreprises. Et c'est quand même ces entreprises-là, les ETI, qui font l'emploi d'aujourd'hui et de demain en France, je le rappelle. Et donc, la question, c'est comment on les aide à devenir des industries du futur. Or, on le voit bien, nous, sur le terrain, elles ont souvent deux problématiques. C'est qu'elles sont, en général, elles ont sur un pied généraliste avec un distributeur qui est la GMS. Bon, et elles se disent comment demain je peux m'autonomiser de plus en plus vis-à-vis de cet acteur quand même qui me mange une partie de mes marges. Et donc là, comment je peux être en lien plus direct avec mes clients. Et puis un deuxième pied où elles réfléchissent sur comment devenir plus spécialiste, comment occuper un marché niche et effectivement répondre à la personnalisation des produits que je vends à mes clients. Donc on est sur des problématiques très... terre à terre. Alors ça fait peut-être un peu moins rêver, mais c'est quand même la réalité du terrain. Là, c'est le premier point que je voulais dire. Et le deuxième point par rapport à la question que vous posez, je pense que d'opposer service à industrie a fait beaucoup de mal à la France. Cette idéologie post-industrielle où on a cru qu'on pouvait développer des services à haute valeur ajoutée en se façant l'industrie, c'est soldé par quelque chose de catastrophique. Il faut quand même, je veux dire, le jour où on l'aura réalisé, peut-être qu'on va penser différemment. On ne va pas développer des services en France si on ne maintient pas notre socle industriel. Il est absolument vital. Parfois, je suis perplexe quand je vois qu'à travers l'industrie du futur, on parle de grands groupes. Les grands groupes, effectivement, vont vers une digitalisation. Ils ont les ressources, ils ont les moyens. C'est pas véritablement un problème pour eux. On parle des startups, où on a des magnifiques startups en France. Il faudra peut-être parfois s'émouvoir qu'elles soient rachetées par les groupes étrangers, parce que c'est une valeur qu'il faut garder sur le territoire. Et qu'est-ce qu'on fait du milieu? La grande force des Allemands, c'est de penser le milieu et de ne pas opposer. Nous, on oppose grandes entreprises, start-up, patronat, syndicats, services, industrie. Mais sortons de ces oppositions qui sont en train de nous tuer. Pensons le milieu. Adressons-nous aux ETI et aux PME, c'est elles qui vont tirer, entre autres, l'industrie du futur demain. Bernard, je voudrais réagir à ce sujet parce que je pense que c'est une fausse image. Pourquoi? Les filières vont changer l'équation. Je prends l'exemple aéronautique. L'exemple aéronautique, bien sûr, vous pensez au grand nom Airbus, mais plus de 50% est produit par des petites et moyennes entreprises. Donc la notion de produit final compétitif à l'échelle mondiale entraîne une formidable force de développement de tout un écosystème d'entreprises de toute taille. Vous n'avez qu'à regarder la répartition du chiffre d'affaires par rapport à ce qui reste chez Airbus et ce qui va chez tous les sous-traitants, chez les partenaires. En Allemagne, ils ont organisé leur filière comme ça.
Donc, ce n'est pas en prenant en compte uniquement chaque acteur, c'est en prenant en compte la valeur totale que vous allez fournir dans une économie mondialisée, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Et les filières, puisque nous sommes particulièrement acteurs des filières numériques en Allemagne, surtout de l'automobile, le lien entre tous les acteurs, même de niveau 3, de rang 3, est extrêmement fort en Allemagne. Et c'est comme ça que vous tirez tout le monde. Je prends la filière nucléaire. C'est un scandale en France. C'est plus bien. On a 2 opérateurs qui se sont détestés toute leur vie, alors que De Gaulle avait fait un programme qui était le meilleur au monde. D'accord ? On a des sociétés ETI comme Gorgé qui sont des équipementiers pour ce secteur de manière remarquable. Et on est infoutu de faire une filière d'offre finale de système d'énergie. Nous le faisons en Russie, nous le faisons en Corée, nous sommes en train de le faire en Chine. On est incapable de faire cela parce que les entreprises ne se font pas confiance. En plus, là, l'État a une responsabilité lourde parce qu'en tant qu'actionnaire, moi, j'aurais serré la vis pour dire, je vous préviens, s'il n'y a pas de filière... Plutôt que l'État lui-même tout seul, le politique. Le politique sur le nucléaire. Il est actionnaire, quelqu'un a son mot à dire. Ce que je veux dire là, c'est que le futur de nos industries, c'est les filières. Et vous ne contournerez pas ça. C'est pas Louis Gallois qui est arrivé qui va dire le contraire. Oui, parfaitement, puisqu'on a poussé beaucoup l'idée avec Louis et qu'on a fait beaucoup de choses ensemble depuis des années. Je viendrai prendre un autre exemple sur la filière même des biens de consommation. Quand vous regardez Miele en Allemagne, qui est une belle entreprise, mais qui n'est pas une très grosse entreprise, eh bien, ils sont en train d'imaginer la filière habitat. Quel est le plus gros constructeur de cuisine au monde? Il est en Allemagne, il fait du produit blanc, il utilise ce que Madame utilisait comme scénario. Mais ils organisent leur filière. Nous, je pense que si on veut que la France puisse exporter des valeurs importantes, il nous faut faire des filières dans l'énergie, il nous faut faire des filières dans la santé. Je construis un hôpital, tous ces équipements, tous ces processus suivis malades, toute l'organisation comme on fait un aéroport. Et c'est ça, aujourd'hui, c'est quoi faire des filières? Si on prend l'exemple de l'aéronautique, ça veut dire une filière cohérente, ça veut dire des regroupements d'entreprises qui sont parfois trop petites et qui veulent rester indépendantes. Regardez, on doit avoir 3 ou 4 fois plus de sous-traitants dans l'automobile que l'Allemagne. Et le problème, c'est la casse. La transition est difficile. Il y a de la casse en emploi pour construire une filière cohérente. La filière automobile, c'est pour ça qu'on n'ose pas le faire. Il y a un conservatisme de... Non, mais la filière automobile est assez bien organisée. Je trouve qu'on a quand même tiré notre épingle du jeu. Ça veut dire que la casse a été là. Oui, mais c'est une transformation. Après, c'est est-ce qu'on gagne avec les filières dans l'export? À la fin, quel est le flux rentrant dans une économie du pays? C'est ça que ça revient. Mais regardez le mouvement et la transformation PSA, qui est quand même magnifique, dans une alliance nouvelle avec la Chine, pour être plus présent en Chine. Vous avez raison, mais c'est assez récent. C'est assez récent. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à la fin, vous pouvez toujours découper le morceau de gâteau en petits morceaux. Ceux qui gagneront, c'est ceux qui font partie de filières où la valeur totale disponible pour le reste du monde est grande. Et vous remarquerez qu'en Chine, les nouveaux avions chinois, ils utilisent qui comme partenaire? Les Français. Ils utilisent Safran, ils utilisent différentes... Pourquoi? Parce qu'on est une référence dans le domaine. Et Louis Gallois pourra en parler. Et dans l'automobile, c'est pareil. Gorgé dans le nucléaire a un formidable marché devant, mais pas seul. Il va falloir qu'on décide de se faire confiance. Et ça fait partie des plateformes qui sont critiques pour le futur. C'est pour ça que le mot alliance a été finalement bien choisi. Il est bien choisi. Allez.